Oh pardon, excusez-moi, j'étais en train de réparer notre vaisseau. Mais non, c'est un décor, on est à la télévision. Ah, vous alors. Et oui, vous êtes bien évidemment dans Plus ou moins Geek, le seul magazine qui revient sur 50 ans de culture geek en 52 minutes. Une petite date pour casser les préjugés que vous pourriez avoir éventuellement sur cette culture, 1984, c'est pas hier, sortie du film Gremlins. Mes petits Gremlins à moi, ils sont là-bas, ils sont mignons, c'est l'armée d'experts qui est réunie tout au fil des épisodes de cette émission, en commençant par RL qui est journaliste et photographe, Monsieur Laurent Kessy, romancier de talent, Monsieur Sébastien Rassia qui a autant de talent, Monsieur Frédéric Molas que vous connaissez sous le nom du joueur de grenier, et Monsieur Rurik Salé dont le prénom est quand même très original, moins original que celui de François qu'on retrouvera un petit peu plus tard pour le talent web, et tout de suite, sa mère. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le film des Beatles Magical Mystery Tour, le jeu Crusader Kings 2, Franck qui nous emmène dans les coulisses de Plus ou moins Geek, Ghost Hound, l'interview carrière de Patrick Sobral, la série télé Oz, Yumi pour sa rubrique cosplay, Baptiste et Nico qui enquêtent sur les super soldats, la web-série Raconte-moi un manga et enfin l'incontournable Shopping List. David, c'est à toi mon gars. Ils rêvent de conquérir le monde, Fred et Seb. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Car oui. On va peut-être pas conquérir le monde, on va commencer par l'Europe, déjà, pour commencer. Soyons modestes. Ouais, voilà. Parce que le jeu, parce que de toute façon, les États-Unis, enfin l'Amérique n'était pas découverte encore à l'époque où le jeu a lieu. Puisque je vais vous parler de Crusader Kings 2, donc, qui est un jeu qui est sorti en 2012, qui est très addictif, si on aime bien les jeux de gestion. Je vais vous montrer quelques images, déjà, c'est pas hyper impressionnant, parce qu'en fait, c'est juste des cartes et des tableaux. Donc le jeu se passe tout au niveau de l'Europe jusqu'à peu près jusqu'au mont Oural à l'est, jusqu'au niveau du Moyen-Orient à peu près, parce qu'on a la Terre Sainte, ça va jusqu'en Irak. Donc le jeu commence en fait en 1066 à l'invasion de l'Angleterre par William le Conquérant. Donc le but c'est d'incarner un noble de n'importe quel pays d'Europe et de faire grossir son pays, de perdurer dans le temps. Je précise quand même pour les téléspectateurs que ça, c'est l'art de nous parler du dictateur que tu es censé devenir. Bien sûr. Ouais, quelque part, en fait, tu peux aussi te contenter simplement, tu peux simplement te contenter de vivre dans ton petit coin, de mener ta descendance, de bien placer tes enfants, etc., pour avoir des bonnes alliances. Mais oui, c'est voilà, ça qui est cool. C'est un jeu d'humaniste. Ouais, c'est ça. Et là Le truc aussi, qui est marrant, c'est changer complètement l'histoire, en fait. oui, c'est complètement. changer l'histoire, ce qui arrive très souvent, parce que moi, par exemple, dans mes parties, en général, l'Angleterre, suite à un mariage un peu bizarre, l'Angleterre se retrouve sur le contrôle de la Norvège. En fait, si par exemple, en fait, je vais prendre l'exemple du Royaume de France. Moi, j'aime bien commencer avec le duché de Toulouse. C'est curieux. Ben oui, parce que c'est assez sympa, le duché de Toulouse, il est assez petit pour commencer, donc c'est mieux de commencer petit et ensuite de devenir grand, parce que en tant que roi, tu passes ton temps à gérer les emmerdes avec les vassaux qui te font la gueule, qui se déclarent la guerre entre eux, qui machin. Le petit peuple, on peut jamais compter sur le petit peuple. Et qui du coup quand tu as besoin de leurs troupes, à chaque fois ils te disent ah non, on va pas vous envoyer de troupes, machin, débrouillez-vous. Du coup en fait, quand tu es roi, tu es presque moins puissant que quand tu es duc finalement. C'est assez paradoxal. Ce qui est intéressant, c'est que là je parle de la guerre, mais déjà on ne peut pas s'étendre, on peut pas aller piquer le territoire du voisin comme ça gratuitement. À cette époque, il fallait un casus belli pour déclencher la guerre. Alors ça peut être parce que tu as un descendant d'un autre royaume qui est dans ton royaume et du coup tu vas aller prendre possession d'un comté en son nom. Alors c'est très compliqué de déclarer la guerre à ses voisins. Sauf pour les Arabes, parce que là, tu peux leur déclarer la guerre comme tu veux, en fait. Parce que pour les territoires infidèles, tu as le droit de leur prendre autant de territoires que tu veux. C'est le pape qui t'autorise à le faire. Mais donc c'est un jeu qui va plaire. Dans le contexte de l'époque, c'est réaliste. Mais par contre, pour la petite info, je crois que c'est la première fois parce qu'on prépare quand même cette émission en amont, quand même, il y a beaucoup de travail. Ça nous arrive. Et c'est la première fois que je vois passer une de vos chroniques où je tape un petit peu vite fait sur Internet pour voir de quoi ça va parler Donc, avant de autres plancher. fois, tu l'avais jamais fait. Non, si je l'ai fait, mais ça m'a pas donné envie de l'acheter. Alors que là, je l'ai acheté. Il y a plein de bonnes idées. Le but, en fait, c'est presque plus... Le jeu se fait plus en période de paix qu'en période de guerre. Par exemple, tes enfants, quand ils naissent, tu vas les placer. Tu vas dire ma fille de 10 ans, je vais la marier avec le vieux souverain qui en a 45, mais du coup, ça va te permettre de faire des alliances. C'est très Game of Thrones. Il y a ce côté-là, en tout cas. Mais oui, complètement. D'ailleurs, il existe un mode Game of Thrones pour ce jeu. Ça change quoi par rapport à Age of Empires ou le... Ça n'a rien à voir. Oula, non, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Là, c'est du SR, c'est de la stratégie. Oui,
non, ça n'a rien à voir. Là, on est dans un vrai wargame, jeu de gestion. Là, c'est complètement différent. Là, c'est vraiment. Là, il y a rien. Je veux dire, l'aspect militaire, il existe, mais il est complètement. C'est pas l'intérêt du jeu. L'intérêt du jeu, c'est vraiment de vivre en temps de paix. C'est les intrigues. C'est genre, est-ce que je vais tuer ma femme parce que ça va m'apporter. Parce que ça va, c'est tout. Parce que ça va. Voilà, ça va. Enfin, c'est un jeu très intéressant. Franchement, c'est très addictif. Et quand on commence, c'est dur à prendre en main, c'est très dur. Mais quand on commence à le maîtriser, vraiment, on a du mal à le lâcher. En tout cas, merci parce que vous m'avez fait dépenser de l'argent. Donc, je vous ai gardé une petite facture, hein, les gars. Entre nous, quoi. On va enchaîner avec l'Inside. Alors, vous savez que l'Inside, d'habitude, on va au cœur des grands événements geeks de la planète. Et bien là, finalement, quel est le plus grand événement geek de cette planète? Moi. C'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Allez, tout de suite, on retrouve Franck qui va être plongé dans les coulisses de cette émission. Alors, si vous voulez savoir tout ce qui se passe entre les prises, qui est derrière ces caméras qui nous filment de partout, la réponse est tout de suite. Plongé au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Oui, un tournage de plus ou moins geek, c'est aussi épique que le tournage du Seigneur des Anneaux. On va donc vous faire découvrir l'envers du décor avec... Salut à tous, c'est Franck. Si vous vous demandez pourquoi je suis là, c'est tout simplement parce que je n'ai rien à faire. Non, pas du tout, c'est un inside un peu spécial puisqu'on va parler de plus ou moins geek. Comment se fait une émission? Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question. Moi je vais vous répondre, je vais vous dire comment ça se passe, qui travaille derrière et devant la caméra. Et puis ça va être super cool. Allez, on y va. Parce qu'après 6 mois de préparation, il est temps de passer à l'action. Voilà, ces personnes qui sont tous là derrière moi, ce sont juste des doublures lumière, à part David qui fait sa propre doublure lumière parce qu'il n'accepte pas que quelqu'un d'autre prenne sa place. Un tournage, c'est 40 techniciens qui vont être obligés d'écouter de nombreuses bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais? Là, on est en train de positionner les caméras pour bien les avoir séparément ou en plan de deux. On règle un peu tous les cadres possibles qu'on peut faire. D'accord, et pourquoi tu as un casque du coup? En fait, ça me relie avec les infos du car régie. Et dans le car régie, il y a le réalisateur, c'est les ordres. D'accord. Donc là maintenant on va aller au car régie, c'est là où tout se passe. C'est là que sont reliées les 8 caméras et les 300 mètres de câbles. Là on a un car régie, ça s'appelle comme ça, où il y a plein d'écrans de télévision à l'intérieur et puis il y a des personnes qui s'occupent justement de la réalisation qui se passe sur le plateau. Donc il y a David Aremza qui est justement le réalisateur, c'est un peu le Big Brother de plus ou moins geek puisqu'il a plein d'écrans en face de lui et il va décider du pré-montage. Laurent est persuadé qu'on met dans le car régie les gens esthétiquement moins beaux. Ce qui est faux, on le confirme, regardez. Bonjour, David, réalisateur, depuis 6 mois. En quoi consiste ton métier en fait? C'est lui qui, avec ses petits boutons, va mélanger les différentes images, communiquer avec les gens du son pour les envois de jingle ou autres, et qui va faire en sorte que la sauce prenne. Donc, comme je disais, comme pour un orchestre, un chef d'orchestre qui fait fonctionner les différents instruments tous en même temps. Est-ce que tu peux nous parler de ta script? Mais c'est elle qui va parler d'elle-même. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Réjeanne, je suis script. C'est-à-dire que je suis un peu le bras droit du réalisateur. Et donc elle a tous les éléments de mise en image et de son d'un contenu. Et elle suit en fait comme un copilote dans un rallye qui donne en fait les informations avec une anticipation pour que le conducteur puisse suivre la route sans prendre un arbre. Voilà, en gros c'est ça. Eh ben merci beaucoup. Ah mais vous parlez très bien tous les deux. C'est peut-être parce que vous êtes belge. Je pense qu'il y a un truc. Pendant ce temps, ça se prépare en plateau avec une équipe au top de sa forme. Frédéric Monas, comment trouves-tu un peu cette émission? Comment la vis-tu? C'est la télé? Oui, c'est ça. Bonjour. Une bonne brochette de chroniqueurs, tous sympas les uns que les autres, puis dont un que je connais un peu. Hein. Ouais. C'est cool. Bah, un tout petit peu. Hein. Ouais, voilà. Il est sympa. Tu es très beau. Il y a plein de mecs super, à part le mec qui fait la shopping list, mais sinon tout le monde est, personne tout le monde ne est l'aime. assez cool. Mais Laurent, ça ne va pas, pauvre Gremlins. T'as des mots à rajouter? Les chroniqueurs sont des machines. Ça, c'est ce qu'ils m'ont demandé de dire. Mais en vrai, il y a quand même pas mal de ratés. Franck Herbourg. Ah bah je suis Ah bah attends, on t'appelle pour dire...
Alors ça, amis, c'est... Vas-y, c'est qui? Je rêve de voir Rurik dans la petite boutique de Yumi. C'est pas encore le cas. Oh mon Dieu. Se revendiquer plus ou moins. Et je finirai avec les répliques cultes que je... Oh. Et je finirai avec les 2 phrases qui, j'espère, deviendront cultes le jour où je serai... Oh. J'entends les yes. Rurik veut la place du chef, il s'est déjà limité. On dit au revoir à la caméra. Comment déstabiliser Rurik en 3 secondes? Réponse. Tu vas nous parler de Joséphine Ange Gardien. Bien sûr, qui est assez gore à ses heures. Quelques numéros qui ont été... Oh, je fais... Il me parle de Mimi Mati, la merde. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Ah, bonjour la Belgique. J'ai rien à dire. Et monsieur Rurik Salé... Cognac Jay, à vous les studios. Le défi du jour pour Rurik, c'est réussir à placer les Beatles dans Plus ou moins Geek. Rubrique cinéma avec Rurik. Je vais essayer. Beatles, ça y est, c'est bon. Merci. Bravo. J'aime bien cette blague, Tout de suite, la rubrique de Laurent. Avec Laurent. Nous allons regarder quelques images de 4 garçons dans le vent. Mais ce ne sont pas 4 mecs qui chantent des trucs relous. D'ailleurs, c'est pas relou, j'aime bien. Je sais que Laurent va les critiquer. Non, c'est un film étrange. Regardez ce personnage qui est rigolo, qui part dans un bus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le Magical Mystery Tour. Paul McCartney. Oui, c'est un peu ça. Et fucking Ringo Starr and everybody here, niggas. Ouais, alors c'est un ovni absolu. Voilà, c'est un des films qui m'a fait le plus rire de ma vie. Je me souviens, j'étais au Japon, voilà, c'est pour la petite anecdote spéciale. Tu vois tous tes films au Japon, même tous. D'ailleurs, ce soir, j'ai un film, mais il faut que j'aille. Et en fait, c'est les Beatles à l'époque, ça se passait très mal pour eux. C'est très, très court, la carrière des Beatles. Hein. Je crois que c'est 8 ans, c'est vraiment rien par rapport à l'impact. 62-70, exactement. Et donc, les chiffres me font peur, monsieur, qu'est-ce que vous savez? Non, en fait, les Beatles, à cette époque-là, ça se passe pas très bien. Je crois qu'ils ont un manager qui décède, le groupe est à 2 doigts de partir en burne, et en gros, grosso modo, McCartney se dit, moi, il faut que je trouve un truc pour les occuper, sinon ça va pas se passer. Et McCartney, à l'époque, était un petit peu le gars qui avait l'aplomb, qui décidait de tout. Donc, il arrive à convaincre plus ou moins une chaîne de télé de se lancer dans la production d'un film. C'est la BBC. Et paraît-il qu'il arrive avec une feuille comme ça, et il y avait un rond découpé en tranches, puis il fait « Look, this is great, right ?» Et tous les autres font « Super, faisons le film !» Voilà, ils sont partis sur un rond, et en gros, c'était « On va prendre un rond, on va remplir chaque tranche de n'importe quelle idée qui va nous venir par la tête, et ça va devenir le script du film. » Et en fait, ils partent sur une base complètement tarée, des mecs qui prennent un bus, des quidam, d'ailleurs, c'est des fans des Beatles, des gens de tous les jours qui sont dans le bus, qui sont figurants. Et en fait, le bus les entraîne dans des paysages, dans des décors. Il n'y a quasiment pas de scénario. C'est presque de l'inspiré c'est du surmoment. Ringo Starr s'amuse à improviser des dialogues avec... ils portent tous leur nom, Ringo, John, Paul. Il s'amuse à improviser des dialogues avec sa voisine, mais toujours très sérieux. C'est presque du Monty Python, mais fait par des méga stars. En 1967, la sortie du film, effectivement, Monty Python, c'était une de leurs sources d'inspiration. Bien sûr. Et d'ailleurs, il faut savoir que George Harrison, guitariste des Beatles, a produit plus tard les Monty Python. Ils sont très très liés, voilà. Et donc le film passe à la téloche. C'est un peu comme avec Le Prisonnier, cette série méga culte de Patrick McGowan avec Patrick McGowan. Scandale. Les gens disent mais qu'est-ce que c'est que ce film? On comprend rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et limite ils sont obligés de se cacher. Et c'était un film qui a été plus ou moins, paraît-il, c'était bon pour les Beatles parce que ça a remis un petit peu la démocratie au sein du groupe. Les mecs ont fait bon écoute McCartney t'es gentil mais là tu nous as impliqués dans un film que personne comprend, personne l'a regardé donc t'es gentil maintenant on va tous donner notre avis. Ça a un petit peu remis de l'ordre dans le groupe et finalement ça les a aidés. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le film est co-réalisé par les Beatles. Ouais, mais complètement. Et le film est complètement barré. Il y a ma scène préférée. Enfin, c'est presque du dadaïsme. À un moment, t'as ce mec qu'on voyait tout à l'heure en blanc qui regarde, qui parle. Donc c'est le tour opérateur, je sais plus comment on dit, le gars qui parle dans les bus. Et il dit donc, alors si vous regardez à droite, la vue n'est pas très intéressante. Et là, tu vois un plan sur une vieille campagne anglaise. Mais à gauche,
Et là, tu as une espèce de musique qui part et tout le décor commence à devenir vert et se met à tourner. Et tu vois un clip. Et ça n'a ni queue ni tête. C'est l'un des films les plus incroyables que j'ai vu de ma vie. Mais vraiment. Ils étaient déjà un peu sous influence hindoue, space, produit complètement, parce que psychotrope. Ouais. George Harrison, à un moment, a son clip. Chacun a son petit clip. Il y a I Am the Walrus, qui est l'une des chansons les plus connues. Il y a aussi The Fool on the Hill. The Fool on the Hill. Là, c'est McCartney tout seul parce que les autres n'étaient pas là. Chacun a son petit clip. Et donc, on voit à un moment George Harrison qui chante à la Ravi Shankar, par terre, avec les images qui se dédoublent, avec une espèce de sitar. Enfin, c'est complètement barré. Ça n'a ni queue ni tête. Vraiment, faut être clair. Il y a vraiment des scènes, t'as l'impression que c'est du Monty Python Flying Circus. Et je me dis vraiment, à l'époque où on donne aux gens qui ont trop de gel dans les cheveux de l'argent pour faire Never Say Never, hein, les petits Justine Bibet, tous ces petits ramassis de fromage moisi, et ben, je me dis qu'à l'époque, des méga stars comme ça avaient le courage de faire un film aussi fou. Et s'il n'a séduit quasiment personne à l'époque, parce que c'est quasiment le cas, au fur et à mesure des années, comme Le Prisonnier, il a gagné un statut intouchable au point de ressortir récemment en DVD, en Blu-ray, remasterisé avec McCartney qui en parle, etc. Et il y avait d'ailleurs McCartney, ou je sais plus qui, était très content de dire qu'à l'époque, il y avait quand même quelques personnes qui écrivaient, dont des vieilles dames qui écrivaient pour dire « J'adore votre film », c'est sûrement avec un T anglais à 4 heures, ils écrivent, hein, ils font « J'adore votre film, c'est plein de couleurs, c'est positif, c'est beau, c'est gentil pour les gens, merci les Beatles d'avoir fait le film ». Des personnes âgées qui sont décédées quelques semaines après, je crois. Bien sûr, d'avoir trouvé le film. En tout cas, j'ai envie de dire, moi, merci les Beatles pour le film, c'est formidable. Magical Mystery Tour, you watch with the eyes, et il l'aime beaucoup, hein, s'il vous plaît. Merci. Et maintenant, je vais chanter Help! I need an interview carrière, help! Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Tu rêves de travailler dans le monde de la BD, tu as pris un job alimentaire qui ne te plaît pas? Ne perds pas espoir, Moussaillon, car Patrick Sobral est l'exemple à suivre. Après 12 années passées comme décorateur sur porcelaine, il est désormais l'un des auteurs les plus prolifiques de la BD avec la série Les Légendaires. Comment s'est passée cette transition entre la porcelaine et la BD? La question serait plutôt l'inverse, parce qu'en fait, j'ai commencé par la bande dessinée. Je fais de la BD depuis que j'ai 5 ans, je crois, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais dit que ça allait être ma vocation. Enfin, c'était une passion, pas une vocation. Mais comme j'étais effectivement plutôt doué pour le dessin, je me suis orienté vers un métier professionnel qui était celui de décorateur sur porcelaine. Mais la BD n'a jamais quitté ma vie, quoi. Et c'est au bout de quelques années, c'était fin 2002, j'ai senti qu'il me fallait quelque chose de nouveau dans ma vie, un renouveau, j'avais envie de changer d'air. Et c'est là que je me suis dit, tiens, mais pourquoi j'essaierais pas de vivre de ce qui a toujours été ma passion, c'est-à-dire la BD. Donc j'ai plaqué mon ancien job. J'ai commencé à démarcher auprès des éditeurs avec différents projets BD. Quelles sont tes influences? 90% de mon trait vient du manga et principalement d'une série animée qui était Saint Seiya, Les Chevaliers Zodiac, qui est la série qui m'a le plus influencé. Après, j'ai d'autres influences qui sont le cinéma, la BD, la littérature, le jeu vidéo. Je suis une sorte d'éponge qui a absorbé beaucoup de choses durant mon adolescence. J'en fais un mix et je le ressors à travers ma BD. Donc c'est vrai que ma BD est un mix de manga de par le dessin, avec un ressenti franco-belge. Il y a beaucoup de choses. Il y a de multiples influences. Je ne pourrais pas les citer toutes, mais c'est une somme de toutes les influences, de tout ce que j'ai lu. À quoi ressemblaient les Légendaires au début? À quoi ressemblait le projet des Légendaires au début? Il ressemblait au tome 1, tout simplement. C'est-à-dire quelque chose de pas encore très bien construit, d'assez maladroit, plutôt amateur. Je ne suis pas très content de mes premiers tomes parce que je ne cernais pas encore bien l'univers. Je veux dire, je ne l'ai pas suffisamment travaillé en termes de recherche, d'études de personnages lorsque je l'ai proposé. Parce que j'y croyais pas à ce projet-là des Légendaires. Je l'ai fait parce que j'avais pas d'autres idées en tête. Et c'est vrai que lorsque je l'ai fait, que j'ai fait les 10 premières pages que j'ai présentées à l'éditeur, c'est des pages que j'avais fait un peu à l'arrache et à la va-vite. Donc pas du tout quelque chose de construit de professionnel. Malgré tout, ils ont accroché. Ils ont eu le nez plus que moi sans doute et on a signé avec ça, mais je regrette maintenant de ne pas m'être plus préparé parce que les Légendaires, c'était à des kilomètres de ce que je voulais faire au départ dans la bande dessinée. Mes premiers projets étaient déjà dans le style manga, mais étaient des projets beaucoup plus adultes, très gore, très violents, vraiment pas de la BD jeunesse. Et c'est parce que ces projets-là n'ont pas été acceptés que je me suis dit, bon, on va tenter jeunesse, voir ce que ça donne, mais sans penser que ça allait être mon truc, alors que maintenant je trouve que je suis fait pour ça. À partir de quel tome as-tu été satisfait? Je dirais que c'est à partir du tome 5 que j'ai l'impression de commencer à bien maîtriser les choses. Les 4 premiers tomes, même si j'en aime l'histoire, j'ai vraiment l'impression que c'était les étapes par lesquelles je devais passer avant d'avoir la qualité graphique du 5. Le 5 n'en reste pas, c'est pas mon album préféré pour autant, mais c'est à partir du 5 que je me dis, ok, là c'est un bon album. Et c'est vrai qu'à un moment donné de la série, autour des albums 9 et 10, j'ai donné, je dirais, un grand coup de pied dans la fourmilière,
Et j'exposais les bases de ma série pour faire une série beaucoup plus sombre, beaucoup plus épique. Je sentais que pour bien m'éclater, il fallait que je raconte une histoire beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique. Et c'est vrai que ma série a connu une très forte évolution à partir du tome 9, où c'est maintenant une BD beaucoup plus destinée aux adolescents qu'aux enfants. Pourquoi t'approprier La Belle et la Bête? C'est arrivé à un moment donné où justement j'avais l'impression que je tournais en rond avec les légendaires, justement avant cette fameuse phase où j'ai décidé de faire évoluer la série. Et je me suis dit, je suis en train de perdre le goût de cette série. Et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose, que je retrouve l'excitation de la création. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de montrer que je sais faire autre chose que les légendaires. Et du coup, j'ai fait l'anti-légendaire. Donc j'ai fait une BD avec un trait beaucoup plus réaliste, pas une once d'humour, quelque chose de très noir, très glauque. C'était de la dark fantasy. Et c'est vrai que c'est à partir de là que j'ai fait évoluer la série des légendaires avec quelque chose de plus mature, parce que je savais que j'en étais capable grâce à la BD de La Belle et la Bête. Comment t'es venue cette idée? Lorsque j'ai pensé faire une BD La Belle et la Bête, je me suis dit, voilà le genre de conte que tout le monde connaît, mais qui ouvre extrêmement de possibilités. Pour le coup, je m'étais acheté l'œuvre originale, et j'ai été très surpris de voir à quel point c'était très court. Ça fait une 40aine de pages, et il n'y a aucune description. On ne sait pas à quoi ressemble la bête, si ce n'est qu'elle n'est pas belle, on ne sait pas à quoi ressemble la belle. Les personnages n'ont même pas de nom. En fin de compte, j'avais l'impression de lire un résumé de La Belle et la Bête en lisant l'œuvre originale. Les adaptations cinématographiques, elles, sont beaucoup plus riches que l'œuvre originale. Et je me suis dit, c'est peut-être à mon tour d'apporter une vision différente de la chose. Et la première idée qui m'était venue, c'était sortir du cliché un peu loup-garou de la bête. Je ne voulais pas en faire un fauve, un animal. Je me suis dit que ce serait plus intéressant d'en faire quelque chose de minéral, de végétal, et à partir de là, tout l'univers s'est créé assez facilement. Une fois que j'avais fini La Belle et la Bête, je m'étais mis à délirer qu'un jour, ce serait peut-être adapté au cinéma, et je m'étais toujours dit, si un jour ma BD devait être adaptée au cinéma par un réalisateur, j'aimerais que ce soit Christophe Gans, qui avait réalisé Les Pactes des Loups. Tiens, ce serait marrant que je lui envoie ou pas la BD, donc je ne l'ai jamais fait, mais j'ai appris il y a quelques mois qu'il va réellement faire... pas de ma BD, mais qui va réaliser sa version de La Belle et la Bête. Mince, j'aurais peut-être dû vraiment lui envoyer ma BD, et peut-être qu'il aurait voulu l'adapter, donc c'est une anecdote assez marrante, quoi. Peux-tu revoir notre Geekman à ta façon? Geekman, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu auras droit à ta BD. Les petits potos, j'ai trouvé une solution à un problème de société. C'est juste après ça. Rubrique série télé avec David. Parce que oui, les jeunes tournent mal, les amis. Les jeunes sont des délinquants. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des produits illicites, ils veulent boire de l'alcool, ils veulent faire des trucs de fou. Et moi, j'ai la solution. Il faudrait juste qu'on leur diffuse cette série-là, dont on va voir quelques images. Tu m'étonnes. C'est une série qui est ultra violente. Alors, c'est une série HBO, ça a duré 6 saisons entre 1997 et 2003. C'est réalisé et développé par Tom Fontana, qui a quasiment écrit tous les épisodes. Il y a 2-3 petits subalternes qui sont venus de temps en temps poser un mot. C'est quasiment lui qui a tout fait. La personne qui se fait tatouer sur le bras, c'est Tom Fontana, c'est le créateur de la série. Parce que pour le générique, il voulait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui se fasse le logo de la série. Mais tout le monde lui dit, ouais, mais si la série ne marche pas, t'es gentil, moi je me trimballe avec le logo du truc. Et Tom Fontana a dû dire, bah voilà, je vais me le faire. Et d'ailleurs, un jour, on lui a posé la question de savoir s'il avait d'autres tatouages sur le corps. Il a dit oui à des parties que je ne montrerai pas. C'est effectivement les fameux pilotes qu'il a pas vu du tout. C'est vrai qu'il a jamais réussi à faire. Pour vous pitcher le truc très rapidement, ça se passe dans la prison de Oswald, qu'on surnomme Oz, dans lequel il va y avoir un secteur expérimental qui est géré par Tim McManus. Le principe, c'est de favoriser les échanges entre les prisonniers. Déjà une bonne grosse connerie, puisque pendant 6 ans, on va suivre le fiasco de ce projet-là. Tous les détenus sont dans des grandes cellules en verre, donc tout le monde se voit, ils ont le droit de bouger librement, ils ont des responsabilités, il y en a qui gèrent les cuisines, d'autres qui gèrent les laveries. On va suivre de manière hyper trash, c'est violent, donc je le dis, c'est interdit au moins de 16 ans. T'as des agressions sexuelles quasiment dans tous les épisodes, et tu vas suivre en fait les affrontements des différentes communautés. Alors attention, tenez-vous bien. C'est inside dans Plus ou moins Geek. C'est inside de Plus ou moins Geek. Non mais en fait, tu vas voir t'as les musulmans, t'as les blacks qui gèrent tout un trafic de drogue, t'as les ariens, les nazis
nazis sont très présents dedans, t'as les bikers, t'as les Irlandais, t'as les Italiens, t'as les Mexicains. Donc tu vas avoir 10 communautés qui vont passer 6 saisons à se foutre sur la gueule, mais vraiment de manière hyper dure. Pour vous dire, la première séquence du premier épisode, t'as un mec qui arrive dans la prison de Oz, qui va avoir dans ses petits bras la tenue de prisonnier, la savonnette qu'il ne faut pas ramasser, plus la petite serviette, et il se prend un coup de cutter dans le flanc, et le mec tombe raide mort par terre. Donc raide mort, non, il part en infirmerie. Putain. Et donc c'est hyper ardos. Une autre scène pour vous dire, alors c'est très dur en fait de vous donner une scène qui se trouverait dans les saisons suivantes, parce que le grand défi de Oz, c'est quand même chaque épisode fait 1 heure, et en 1 heure dans le pilote, t'as 25 personnages introduits qui sont extrêmement bien introduits, c'est-à-dire que très rapidement tu sais d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, les intérêts. Ouais. Mais tu as, c'est incroyable, c'est ce qu'on appelle les ensembles shows. C'est mon anglais est vraiment lamentable, mais c'est des séries télé avec beaucoup de personnages. Et puis on suit quand même un seul personnage dont j'ai oublié le nom, mais qui est Tobias Beecher. Voilà, par Lee Tergerson. Tergerson, dont j'avais parlé dans Code Lisa. C'est hyper trash. Combien de saisons de cette série ? Il y a 6 saisons. Il y a eu des épisodes qui ont été réalisés par des comédiens. Il y a Katie Bates a réalisé un épisode, il y a Matt Dillon, il y a Steve Buscemi. Et il y a un petit gimmick dans la série qui est assez rigolote. C'est qu'il y a un conteur qui s'appelle Augustus Hill, qui est un personnage de Oz, mais qu'on retrouve des fois dans un gros cube en verre qui tourne. Et il dit des petits trucs un peu philosophico, déconnants et compagnie. Et chaque réalisateur qui va aller sur la série va s'approprier ce truc-là, il va le personnaliser. Il y a un épisode qui est très mauvais, c'est un épisode avec des scènes, des numéros musicaux, comme ça se faisait assez souvent fin des années 90. Mais c'est vraiment une série incroyable. C'est un peu la série HBO qui a lancé toutes les autres. C'était avant Les Sopranos, c'était le premier truc qui était un peu carton. C'était la première série d'1 heure sur HBO. Ouais. Et tu disais tout à l'heure qu'il y a le chanteur de Biohazard. Oui, tout à fait, qui joue le personnage de Jay Hoyt, puisque les bikers sont aussi très présents. Et que lui, étant très tatoué, il a la gueule de l'emploi. Ah ouais, mais c'est incroyable. Et les personnages se succèdent. Il y a Luc Perry, qui joue un révérend dans la saison 4 et 5. Luc Besson, je flippe. Luc Perry, que tu adores. Et voilà. Donc, lui et Richard Grieco. Là, c'est vraiment... Dernière petite anecdote, c'est les comédiens s'étaient passé une astuce dans la série. Ils s'étaient rendu compte que quand ils arrivaient en retard sur les plateaux, ou quand ils se comportaient plus ou moins bien, ils se rendaient compte que soit leur personnage mourait quelques épisodes plus tard, soit ils étaient violés. Donc Tom Fontana, un personnage sympathique. Donc tu seras à l'heure au prochain enregistrement de Plus ou moins Geek. Ah, c'est pour ça que tu me... Ah, d'accord. Allez, on enchaîne. Il est temps de retrouver Baptiste et Nico pour leur rubrique Histoire et Nouvelles Technologies. De quoi vont-ils nous parler? La réponse tout de suite. Rubrique Histoire et Nouvelles Technologies avec Baptiste et Nico. Bien, boss. Aujourd'hui, on enquête sur quel sujet? Super soldat. C'est parti. C'est parti. Si vous aimez cette thématique, vous aimerez les jouets G.I. Joe, le côté mecha de Pacific Rim du maître Guillermo del Toro, le jeu de figurines Warhammer, Terminator, L'homme qui valait 3 milliards et son roman originel Cyborg de Martin Caidin, ou encore le jeu vidéo Mass Effect 2. Bon, patron, cette fois, ça n'a pas été facile, parce que le thème du super soldat est un thème relativement sensible, et vous allez voir que le premier point que j'ai trouvé pour ma partie histoire traite des super soldats d'Adolf Hitler, la fameuse Waffen-SS. Ces soldats étaient choisis par leurs compétences physiques, intellectuelles, donc c'était des gens qui étaient drivés de A à Z pour devenir des super soldats. Moi, je pense personnellement, avec les informations que j'ai eues, que la plupart étaient dopés aux amphétamines, et c'est un petit peu ce qui leur a valu cette fameuse réputation de super soldats. Alors moi, patron, je vais vous parler d'exosquelettes, puisque c'est ce qui me semble le plus plausible. Alors maintenant, on oublie totalement Robocop, Universal Soldier, on est plutôt sur la technologie employée dans Crisis, les super soldats de ce jeu vidéo bien connu. Le premier exemple, c'est le robot, ou du moins l'exosquelette de la société RB3D, qui est une société gouvernementale. Ce robot permet de porter des charges jusqu'à 50 kg et son avantage, c'est qu'il est 100% électrique, contrairement à beaucoup de concurrents outre-Atlantique et en Asie. Pour moi, ce robot n'est pas lié à la logistique. En réalité, c'est pas fait pour porter des charges lourdes, comme ils veulent bien nous le faire croire, mais c'est bien pour augmenter la force des soldats français et européens en cas de conflit militaire. Pour faire la liaison des super soldats, on va parler du super soldat, peut-être le plus charismatique, que tout le monde connaît, Captain America. Vous l'avez vu dans les films, dans les comics. Ce personnage représente, pour les Américains, indirectement, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'antinazisme. Il existait une petite division de soldats américains qu'on appelait les soldats Coca-Cola. Les Américains testaient la cocaïne dans le coca, afin de voir si ça pouvait doper les soldats sur le terrain. Les super soldats
En tout cas, c'est super soldats de la Seconde Guerre mondiale. Pour en revenir à nos investigations, je vais vous parler d'un autre exosquelette qui est développé par des Japonais, qui s'appelle HAL, H-A-L. Cet exosquelette, il est puissant, léger. Il augmente la force de 2 à 10 fois celle de celui qui le porte. Il est utilisé dans le domaine médical et il a 5 heures d'autonomie parce qu'il est 100% électrique. Il dispose d'électrodes que vous allez mettre en contact avec la peau et va intervenir directement au niveau du signal neuronal envoyé aux muscles. C'est-à-dire qu'un patient qui a perdu l'usage de ses jambes va pouvoir se remettre à marcher quasiment en imaginant qu'il va marcher. Moi, j'ai trouvé un point dans l'histoire supplémentaire. Ça, c'est vraiment de l'histoire. On va parler des fameux guerriers de Sparte. Donc, qui sont tous connus, qu'on a vu dans le film 300, dans les comics. Il y a une sorte de mythe autour de cette histoire qui est assez extraordinaire. J'ai l'impression que toutes les armées du monde ont été influencées par ces fameux 300 guerriers de Sparte. On peut utiliser la technique, on peut utiliser la force et l'entraînement, mais on peut aussi utiliser la génétique, la science. Et j'en prends pour exemple un point qui nous bloque aujourd'hui uniquement à cause de l'éthique médicale. Et j'insiste bien sur ce point, patron. Dans les années 80, fin 70, on a créé des porcs qui sont génétiquement modifiés dès la naissance pour pouvoir récupérer leur peau à leur mort et en faire du cuir. Parce qu'il faut savoir que le cuir de porc n'est pas utilisable. Et donc, ces cochons avaient une peau de vache, littéralement. Ça permettait vraiment d'augmenter le flux industriel. Et l'éthique, aujourd'hui, nous empêche de produire des choses comme ça. Personnellement, sur ma partie histoire, j'ai plus ce sentiment qu'on parle de vrais super soldats, pas de choses qui sont modifiées génétiquement. Pour moi, le super soldat est représenté par un être, le samouraï, qui veut dire en japonais servir, qui va vouer sa vie entière à la perfection pour devenir le soldat suprême, le guerrier suprême. Je vais vous parler de transgénèse, une technique qu'on utilise tous les jours, dans le domaine agricole notamment. On a récemment pris une pomme de terre dans laquelle on a introduit de l'ADN d'araignée. Et figurez-vous que cette pomme de terre, au bout de quelques jours, produisait du fil d'araignée. Imaginez un petit peu les possibilités qu'on peut avoir autour de tout ça, sachant que le fil d'araignée est éminemment plus solide que du fil d'acier. Moi, j'ai plus qu'un dernier point. C'est une histoire qui date des années 20. C'était Staline qui avait mis au point par un fameux professeur, j'ai dans mes notes son nom, un nom assez exceptionnel, Iranov. Ce professeur avait mis au point une sorte de mutation génétique entre l'homme et les singes. A priori, ça n'a jamais abouti de façon officielle, mais déjà au début du siècle, les grands dictateurs de ce monde imaginaient les futurs Marvel d'aujourd'hui. Pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, il est parfaitement possible de réaliser des armées surentraînées, droguées, génétiquement modifiées, mais que l'éthique médicale nous en empêche. Nous espérons tous les deux que ces informations seront utiles à l'organisation. Des super soldats ou super cosplayers, il n'y a qu'un pas et que je franchis tout de suite. Rubrique cosplay avec Yumi. Salut à tous. Aujourd'hui, 4 indices pour découvrir mon invité. Indice numéro 1, le manga se passe en plein Tokyo. Indice numéro 2, c'est bourré d'histoires parallèles. Indice numéro 3, le personnage est tiré d'une mythologie. Indice numéro 4, elle roule en moto. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Découvrons maintenant mon invité du jour. Bonjour. Bonjour. Donc, comment est-ce que je dois t'appeler? Parce que pour l'instant, tu es en civil. On peut m'appeler Yuan ou sinon Héloïse. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis top secret. Ah, bah, en parlant de top secret, on va quand même découvrir quelle identité secrète cache Yuan. Donc tout de suite, nous allons passer en revue le cosplay de Yuan. Donc Yuan, déjà, tu peux nous expliquer ton choix? Celti de Dulalala, c'est un personnage qui m'a tout de suite... Waouh! Elle n'a pas de tête, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Donc ça m'a... Dès le premier épisode, ça m'a tout de suite passionnée et on ne sait pas vraiment qui elle est, mystérieuse, pourquoi elle n'a pas de tête. C'est une combinaison complète, en simili cuir, c'est ça? Oui. En un seul morceau, donc en fait fermé par ici, par la fermeture. Donc comment déjà t'as trouvé pour ta combinaison? Alors j'ai été sur Google, j'ai tapé catsuit pattern en anglais, donc combinaison intégrale le patron. Le tout premier lien c'était le site internet sur lequel j'ai commandé le patron. Tout à fait. Sur l'image de présentation, au milieu il y avait le patron de la combinaison de moto type...
c'était parfait parce qu'elle avait exactement la même et le col parfaitement le même. En 2 jours, la combinaison était faite parce que j'avais déjà trouvé le tissu parfait pour la faire. D'ailleurs, c'était assez marrant. C'était dans le magasin où je travaillais que j'ai acheté ces 3 mètres de faux cuir qui vraiment étaient parfaits. La texture. T'as mis du temps ou pas pour trouver le tissu parfait? En fait, j'ai pas vraiment cherché. Je suis tombée dessus comme ça. Et là, je me suis dit, tiens, c'est super intéressant. Quand je l'ai vu, c'était ça, ce sera pour ce costume-là maintenant. Il ne me restait plus qu'à le faire. Est-ce que ça a été dur ou pas de coudre le simili-cuir? Alors ma machine le prend très très bien. Donc j'ai pas eu de problème à proprement parler pour coudre le simili-cuir. Ce qui m'a posé le plus de problèmes, ça a été la pose de la fermeture. D'ailleurs, on voit un petit peu que ça plisse ici. Où est-ce que tu as trouvé le casque? Donc en fait c'était un casque que j'ai trouvé sur un site d'annonce. Il ne m'a coûté que 10 €, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance et je l'ai trouvé seulement à 1 semaine de la convention avec Lanine. Il a fallu ensuite trouver le moyen de faire les oreilles. C'est une base en tapis de sol, surtout pour ici et là. La visière a été recouverte tout à fait avec un film teinté. Globalement, les personnes qui ont vu mon costume l'ont trouvé plutôt bien fait. Il est temps de passer à l'astuce secrète de Yuan. Si vous avez les cheveux longs, le fil à cheveux, parce que sinon ça dépasse de derrière et en fait l'illusion n'y est plus. Ça veut dire que vous avez une tête. Donc de toute façon, l'astuce infaillible pour les perruques, c'est toujours de porter un filet à cheveux. Même quand on a les cheveux courts, ça peut toujours dépasser un petit peu et c'est vraiment pas joli. Le cosplay de Celty, c'est 3 mètres de simili-cuir, 20 heures de travail sur le casque et 1 semaine et demie de rush. Coupé! On reste dans la culture japonaise avec cette fois-ci le tour de Rel, notre petite dernière de l'équipe. Rubrique culture japonaise avec RL. Quand Lane rencontre Ghost in the Shell, ça donne Ghost Town. Ghost Town. Donc un petit aperçu de leur petit en images. Déjà, il y a un lycée. Voilà. Donc c'est une série de paranormal. Il faut savoir que c'est une création originale de Masamune Shirow. C'est pas pour rien que je parle de Ghost in the Shell. La production IG, c'est aussi eux qui ont travaillé sur pas mal de projets Ghost in the Shell. Et Lane, c'est pas non plus pour rien, c'est pas gratuit. C'est le même réalisateur qui s'appelle Nakamura Yutaro, qui avait aussi travaillé sur Kino no Tabi, et le même série-compositeur. On retrouve toutes les innovations qu'il y avait avec Lane, les ambiances sonores un peu, le son baignoire qu'il y a, les bruits un peu cryptés, etc. Un petit peu comme quand Sébastien parle, je crois. Mais pourquoi toi? Mais pourquoi toi? Non, on retrouve toute cette innovation-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que les épisodes, ça s'appelle des focus, et dans Lane, ça s'appelle des layers, alors que partout, ça s'appelle des épisodes, en fait, ils se prennent pas la tête. On retrouve vraiment pas mal de trucs innovants aussi. Le son un peu saturé comme ça, on le retrouve pas mal dans le pré-générique. À cette époque-là, on faisait beaucoup de résumés en pré-générique. Ah, les fameux, comme les séries américaines. Previously, on plus ou moins. Voilà, sauf que avant, on le faisait après le générique, ça s'est placé avant, et c'était vraiment pile la période charnière où maintenant ils mettent un petit teaser, ça n'a plus rien à voir avec l'épisode d'avant. Et pour pas faire un truc trop banal, on a les images de l'épisode d'avant, mais avec des bruits épouvantables, super stressants, qui posent vraiment bien l'ambiance. Et j'ai envie de dire, mais quel est le pitch? Oui, voilà. C'est ça. Alors, le pitch, ça va énerver Fred à 80%. Il y a bien le lit. Elle a 3 ans. En fait, il faut alors elle a 6 ans, c'est une gamine. Hein, il faut savoir que le concept original de Shiro, ça faisait 20 ans qu'il l'avait de côté. Il l'a sorti pour les 20 ans d'IG Productions. Donc c'est vraiment une série anniversaire. Et c'est un concept sur le fonctionnement du cerveau. Donc tout ce qui peut être hallucination, hypnose, expérience de mort imminente. C'était ça qui allait énerver Fred, moi. Non. Alors le problème, c'est que les personnages de Shiro étaient beaucoup plus âgés.
Finalement, bon, c'est des collégiens. Voilà, donc on a 3 collégiens, mais ça c'est pas. En fait, quand on apprend que les personnages de Shiro étaient plus âgés, on dit, ben oui, c'est logique en fait. Donc tu vois, ça pourrit pas l'histoire. Voilà, t'es content? Non, je crois pas. Donc en fait, les 3 garçons ont chacun subi des traumas. Donc le héros a subi un enlèvement quand il était petit, un enlèvement avec sa sœur qui est morte à cause de ça. Son camarade de classe, Makoto, son père s'est suicidé suite à cette affaire. Et il y a un nouveau qui arrive, qui va faire le lien entre ces 2 personnages qui s'ignorent complètement et qui se détestent un petit peu, qui lui souffre d'acrophobie, mais je ne vais pas dire pourquoi, parce que sinon ça spoilerait un peu l'histoire. Et donc ensemble, en fait, ils vont commencer à avoir des expériences extracorporelles. Donc on va les voir quitter leur Rose corps. aussi, il y a des expériences extracorporelles. Et intra aussi. Mais surtout intracorporelles. Voilà, donc on est vraiment après dans le paranormal, mais abordé d'un point de vue un peu plus scientifique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes dans la série qui sont un petit peu compliqués. Si vous étiez nul en seconde en bio, avec la neurologie et tout ça, moi j'étais nul en bio. Qui te l'a dit? On comprend quand même. De toute façon, tu as loupé tes études puisque tu fais de la télé. C'est clair. On n'est même Non, pas pas arrivé tout, jusqu'en pas tout. seconde, donc, tu vois. Bon, Les je suis enfants de la désolée. campagne, Même si t'as pas suivi les cours de bio de seconde, c'est quand même bien expliqué. Il y a eu pas mal de critiques, mais c'est là que ça me fait rire. Des gens qui disent oui, c'est lent, etc. Mais les gens qui ont aimé Lane et Moi qui ont aussi, aimé ça me Ghost fait in the rire. Shell, Non, ça me fait rire. non mais tu vas voir, c'est que les gens ils disent ouais j'ai aimé Lane, j'ai aimé Ghost in the Shell, mais t'aimes parce qu'on t'a dit que c'était bien, parce qu'en fait c'est vraiment le produit de ces 2 séries, c'est flagrant. Donc les gens qui disent ouais j'ai pas aimé Ghost in, ils savent pas que c'est de Shiro, ils savent pas. Donc il faut que tu leur dises que c'est bien et ils vont aimer aussi. Bah non mais c'est ça, des fois je me dis mais c'est des gens qui ont pas de discernement. Vous avez des goûts de merde. Parce que voilà, donc si vraiment vous avez Lane et Ghost in the Shell, vous pouvez vraiment qu'aimer cette série. Voilà, à découvrir. Si vous aimez pas, vous avez un goût de shot et vous pouvez écrire à RL. Et on reste dans la culture japonaise avec François pour son talent web et on se retrouve juste après avec plein de petites choses. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Salut les copains, alors pardonnez cette mine fatiguée, c'est parce que je suis en train de battre le record du monde du nombre d'heures passées devant un ordinateur sans dormir. J'en suis actuellement à 54 et j'espère... Excusez-moi. Oui, le record du monde est de 2 semaines. Ah mais c'est un Coréen, ça c'est sûr. Hein. Oh, c'est pas grave, je vous propose de regarder un talent. Si vous êtes aussi nul que David en manga, oui, n'ayons pas peur des mots, malgré les efforts d'Erel, son cas est désespéré, alors plongez-vous très vite dans la seule web série qui peut l'aider. Je suis réalisateur, je suis monteur, je suis organisateur, et voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Tu joues aussi dedans. Je joue, oui, c'est moi qui fais le narrateur, Mangano-sama. Entreprise face à la mort, mais aussi et surtout... Comment est née l'idée de la série ? J'ai commencé à faire du film amateur à la fin des années 90, j'ai toujours aimé ça. Et puis il y a eu la conjonction de plusieurs paramètres. La question de la chaîne No Life. Quand j'ai vu ce que faisaient ces personnes-là qui avaient commencé dans la vidéo amateur, dans le film amateur, quand je les ai vus réussir à monter une chaîne, ça m'a un petit peu motivé. J'ai toujours aimé les mangas depuis très très longtemps. Si tu mixes un petit peu tout ça, si tu mélanges, j'adore le noir et blanc aussi. Donc voilà, tu arrives à quelque chose qui s'appelle Raconte-moi un manga. Alors, raconte-moi un manga, ça parle de quoi ? En fait, c'est comme si on lisait la bande dessinée, sauf qu'on n'a rien à faire, on a juste à regarder un écran. Ravie de vous rencontrer, je m'appelle Otonashi Kyoko et je suis la nouvelle concierge. Alors Godai, dis-lui que tu t'en vas. N'importe quoi, j'ai jamais dit ça, voyons. Qui trouve-t-on dans l'équipe ? Mon rôle principal, c'est d'être le webmaster de Raconte-moi un manga. Donc c'est moi qui ai créé le site internet, comme il a sa 3e version maintenant. Moi, je m'occupe principalement des décors à la base et tout ce qui est éléments graphiques comme les onomatopées, les bulles, tout ça à rajouter. Quelle est ta source d'inspiration ? Alors la première inspiration, c'est les mangas, bien évidemment. Surtout, on va dire, je suis fan de ce qu'on pourrait appeler rétro, on va dire fin des années 70, début des années 80. Mes mangas vraiment de prédilection, c'est Akira de Otomo. J'aime aussi beaucoup Tezuka, tout ce qu'il a fait pratiquement, surtout Bouddha, Hinotori. En animation, j'aime bien Isao Takahata, Le tombeau des Lucioles par exemple, qui est énorme pour moi. Où se tourne la web-série ? Alors derrière moi, c'est un fond vert qu'on a fabriqué en 2009 qui nous permet de tourner les épisodes de Hermum, Raconte-moi un manga. On a commencé à bricoler de l'éclairage de jardin.
Le caméscope, on a pris c'est un caméscope que tout le monde peut acheter, un caméscope lambda. On essaye toujours de se servir du bricolage pour arriver à notre série. Comment a évolué la série? Déjà, il faut regarder le premier épisode pour voir un petit peu l'évolution. On n'avait pas encore ce fond vert-là. On était, on va dire, 4 acteurs maximum. C'était du freestyle, hein, c'était pas vraiment préparé, il n'y avait pas de storyboard ni rien du tout. Et on s'est pas forcément beaucoup basé sur le manga original de City Hunter. D'ailleurs, 2 ans et demi après, on en a refait un qui était beaucoup plus fidèle. Effectivement, visuellement, la progression est incroyable, d'autant que les moyens sont assez atypiques. Au tout début, le décor, c'était un rouleau de papier craft avec du dessin, mais maintenant, c'est des dessins qui sont scannés, travaillés numériquement et rajoutés vraiment dans les cases. Combien de temps prend un épisode ? On tourne tous les 2 ou 3 mois. On se réserve 2 semaines de tournage en prenant sur notre temps libre, donc c'est-à-dire les mercredis, les samedis et les dimanches. Donc on va dire 1 mois de préparation, 2 mois de préparation, 2 semaines de tournage et après un bon mois de post-prod. Ah oui, vas-y, c'est pas mal ça. Moi, au niveau du décor, c'est vrai que ça fluctue vraiment en fonction du manga qu'on fait. Hein. Quand on a un épisode comme Mes voisins les Yamada, où les décors, c'est 4 coups de crayon, une table. 20th Century Boys, les décors étaient quand même beaucoup plus compliqués. Ça s'étale à peu près sur 3 semaines pour un épisode, on va dire. Il y a les brouillons, repasser à l'encre, scanner, nettoyer les dessins numériquement, et puis les retravailler vraiment, et puis mettre les couleurs, pas vraiment, mais les nuances de gris, les textures, tout ça. Quels sont vos épisodes préférés? On va dire Maison Ikoku. One Piece, parce que c'est vraiment le gros épisode. Il y avait beaucoup de monde en tournage. On s'est bien marré. Et voir le résultat qui était vraiment bien. Un vrai. N'a pas honte d'exposer ses attributs mâles au grand jour. Un de mes préférés, ça reste Detroit Metal City, DMC, du fait que je joue le personnage principal, qui a une double personnalité même. D'un coup, il joue le gentil chanteur de pop tout douillet, et d'un autre côté, il faut qu'il incarne le chanteur de métal très brut. Si vous avez pas de film pour l'acheter, piquez-le. Un dernier mot? Le même dernier mot, le sempiternel même dernier mot. À bientôt pour de nouvelles aventures encore plus fabuleuses. Voilà, Raconte-moi un manga, et d'ailleurs, ils cherchent des partenaires pour une future saison. Alors si vous, devant votre écran, vous avez envie de devenir un philanthrope, vous nous contactez, on vous filera toutes leurs coordonnées. Celui à qui il ne faut pas donner d'argent, parce que je trouve qu'il en a déjà beaucoup trop, c'est Franck, c'est la shopping list. Tout de suite, la shopping list. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle shopping list. Ouh, la vache, c'est violent. Je t'avais dit de jamais venir sur le plateau. Non, je viens du futur en fait, je ne suis pas ton double. Eh oui, c'est ça, faut que t'arrêtes de venir m'embêter pour rien. Mais si, c'est très important, je dois te dire quelque chose de primordial. T'es pas coiffé. Voilà. C'est tout. Mais il a raison. Oh non, oh, c'est affreux. Je vous avais déjà parlé de Sonic All-Star Racing sur la console Wii U, un jeu de course où vous vous transformez tout au long du parcours, vous pouvez donc rouler, voler ou même naviguer sur une vingtaine de circuits, et Sega a sorti une édition limitée sur 3DS avec la possibilité de télécharger des bonus ainsi que de jouer online. Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres en Blu-ray et en 3 versions HD. Je ne dis pas une ni deux, mais bien 3 versions HD, messieurs, dames. Et si vous n'avez toujours pas vu ce film sur H, un héros qui a une tronçonneuse greffée au poignet, eh bien c'est à regarder absolument. Avec une pointe d'humour, du n'importe quoi et des petites références, je suis sûr que ce film va réussir à vous satisfaire. Pas comme certains. Je parle toujours de films. Attention. HeroCorp chez Soleil French Comics. Si vous avez aimé la série créée par Simon Astier, vous aimerez sûrement le comics qui va se pencher sur la jeunesse du groupe HeroCorp. Ça se déroule 30 ans avant les événements de la série télé et ça nous apportera plus d'informations sur l'organisation et ses héros. L'intégrale de Spider-Man chez Panini Comics. Marvel nous sort encore un énorme bouquin de plus de 300 pages sur l'univers de Peter Parker. Ce pavé va regrouper toutes les histoires de l'homme araignée durant les années 1974. Il y a même des planches avec des couleurs qui débordent un peu et j'aime bien le style grunge des années 70, ça me rappelle un peu l'enfance que je n'ai jamais eue. Ah, bien joué, t'as rajouté une petite touche dramatique, ça attire la sympathie des téléspectateurs. Rex Fabula chez Doki Doki. Omari est un jeune garçon discret qui arrive à bien manipuler les autres mais qui refuse qu'on lui donne des ordres. Un jour, il se retrouve dans un monde parallèle où les règles sont bien différentes de celles de la Terre. Mais ce personnage têtu va refuser de se laisser contrôler par qui que ce soit et c'est ainsi que commence un long combat.
C'est un thriller fantastique qui se termine en 3 volumes et moi j'aime bien. Le tunnel chez Tonkam. Bon, j'avoue que dans la shopping list, je ne parle pas souvent de films ou même de livres glauques, parce que c'est pas vraiment mon truc. Mais je suis quand même obligé de diversifier mes sélections et pour cela, je ne fais que vous chroniquer des mangas complètement chelous à ne pas mettre entre les mains d'un enfant. Le tunnel est un terrifiant recueil d'histoires à nous glacer le sang. J'ai réussi à aller jusqu'à la page 2. C'est le sommaire. Mais la typo fait super peur. Paradis perdu chez Soleil, c'est un ange qui un jour va dépasser la frontière de l'enfer pour sauver un enfant. Malheureusement, quelques minutes de l'autre côté auront suffi pour qu'il en voie trop. Une guerre va éclater entre anges et démons et comme d'hab, l'univers est entre leurs mains. Ils saoulent un peu les gens, hein, parce qu'à chaque fois qu'ils se font la guéguerre, là, ils impliquent les humains, le monde et l'univers. Et ça va... Nomade 2.0 chez Glénat. Arwan est un homme qui a été formé par les services secrets américains et a le pouvoir de pénétrer dans la mémoire des ordinateurs. Il espérait vivre enfin en paix dans le désert auprès de sa femme et son enfant, mais malheureusement, celle-ci est enlevée par un commando nord-coréen. Perso, moi, si un nord-coréen pouvait enlever ma femme, ça me plairait bien. Si jamais vous m'écoutez. Les Mystérieuses Cités d'Or chez Kazé. 30 ans après le succès mondial des Mystérieuses Cités d'Or, Kazé vous propose une édition collector avec 3 Blu-ray, des épisodes entièrement restaurés, un DVD et aussi un manga tiré de l'univers de la série. Si vous ne connaissez pas cette première coproduction franco-japonaise, c'est le moment de vous plonger dedans grâce à ce coffret. Vivant chez Brajlon. Et oui, on dit bien Brajlon et non pas Braglon, parce que lorsqu'un G n'est pas précédé d'un U, ça fait J. Voilà, une petite leçon de grammaire où je m'autoclash parce que j'avais déjà fait l'erreur. Enfin bref, ce roman d'Isaac Marion parle d'une histoire d'amour, mais pas n'importe laquelle. Un amour entre un zombie nommé R qui n'a aucun souvenir de sa vie antérieure et une fille bel et bien vivante qui s'appelle Julie, et tous deux vont essayer de vivre une relation étrange qui est à la fois tendre et dangereuse. Et voilà, la shopping list est terminée, vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse. Quant à nous, on va retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek. Wow, c'est quoi ce délire? Un portail? Ah, je dois aller prévenir le mec du passé d'aller se recoiffer. Quelle aventure! Vous savez qu'à la fin de chaque émission, je demande à toute ma petite bande de se mouiller un petit peu. Qui t'a le plus convaincu, RL? Il m'a pas mouillé, mais c'est Fred. Alors, c'est rare en télévision, c'est rare dans cette émission, mais le Gonzo de la honte, RL, je te le donne, c'était vraiment nul. Donc c'est pour voilà. Laurent. Moi, il m'a mouillé et c'est Fred aussi. Ouais. Ok, tu me repasses le Gonzo, ça repart ici. Seb. Oh, Fred, ça fait longtemps qu'il m'a mouillé. Mais... ok, ça repart chez Seb. Et donc moi, je vais choisir le film des Beatles parce que je trouve ça très cool. Oh, c'est thank you, merci. Je sais pas, ça va tellement troubler vos histoires de mouilles que je sais plus où j'en suis. Alors, Moi. Ouais, vas-y. Voilà, j'ai rien fait donc. Et moi, Oz, la série. Et tu n'as pas fait de blague. Je n'ai pas fait de blague. Tu n'as pas fait de blague. Non, j'ai pas fait de blague. Non, mais ça m'intéresse vraiment spontanément, mais je veux bien dire une connerie. J'avais un petit coffret d'ailleurs. Camembert. Oh, formidable. Je te le donne parce que de toute façon, j'ai tous les épisodes en quadruple exemplaire. Oh, en DivX? Enfin, you can non, en version originale dans un DVD. Si vous avez envie de poursuivre l'aventure, il y a plein de moyens de nous contacter, de nous faire des suggestions, de réagir à cette émission. Il y a les réseaux sociaux, Geekbook, Geekter, il y a une appli Geek que je vous conseille fortement de télécharger. Comme ça, vous aurez toutes les infos autour de ce programme. Vous avez aussi le forum, le site internet, en tout cas, plein de jolies choses. 2 dernières choses avant de se quitter. Elles sont rituelles dans cette émission. Il n'y a pas d'âge pour se revendiquer plus ou moins geek. Et un bon geek restera toujours un geek curieux. Et regardez ce pouvoir, je fais décoller la caméra. Au revoir.